Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous pour cette sixième et dernière séance où Fabrice va prendre le temps, comme il a dit, de répondre aux dernières questions, voilà, à vos derniers questionnements avant que ça se termine. Ce sera aussi l'occasion de pratiquer ensemble, notamment la méditation de base qui est transmise à l'école de méditation, hein, on en a parlé, la pratique des 4 forces, mais également de revenir sur cette pratique de la souveraineté que nous avons découvert dès la première séance. Et là, vraiment, Fabrice va prendre le temps de revenir en détail sur chacun des moments. Il y a 5 moments dans la pratique et ce sera l'occasion de revenir sur chacun de ces 5 moments d'exploration. Voilà, le programme est donc très dense et je laisse tout de suite la parole à Fabrice. Je vous souhaite une belle séance et à tout à l'heure. C'est à toi, Fabrice. Ah, Bonjour Mathieu. Nous allons commencer. J'avais promis, parce que vous le demandiez, qu'on fasse un tout petit peu, un petit exercice de méditation, voilà, pour que ceux qui ne connaissent pas voient un peu ce dont on parle quand on emploie le mot méditation, en tout cas dans l'école, dans ce que j'essaye de déployer. Alors, je vais redire des choses que ceux qui ont l'habitude connaissent bien, mais c'est toujours bien de recommencer par le socle de la pratique. Alors, ce qui est vraiment important, c'est ne pas confondre, je crois que ça c'est vraiment important, ne pas confondre le doigt qui montre la Lune et la Lune. Et malheureusement, trop souvent quand on entend le mot méditation, on voit tout de suite un carcan de choses à faire. Il faut avoir telle posture, tel truc, sinon on ne médite pas. Non, méditer c'est une expérience. Il peut y avoir des indications qui peuvent montrer comment vit cette expérience, mais ce qui compte, c'est l'expérience, pas une technique. Et c'est pourquoi je m'oppose profondément à la manière dont la méditation est entièrement prise aujourd'hui dans la perspective de protocole, de choses qu'il faut suivre. On fait tel truc, un protocole. Je crois que ça égare profondément. Un protocole, ça peut être une béquille pour un moment, mais ce qui est important, c'est une expérience fondamentale qu'il faut faire. Alors, la pratique des 4 forces, voilà, c'est 4 manières de pointer 4 éléments qui permettent d'aider peut-être à faire l'expérience de la méditation. Et la première des forces, et j'appelle ça force parce que je crois que la méditation, c'est trouver de la force, c'est être en rapport à sa souveraineté. Ce n'est pas du tout l'idée habituelle, je fais le vide, je me calme, je deviens zen, je deviens tout à fait plat. Non. Euh, Moi, je médite pour ne plus être perdu et troublé, mais trouver de la force. Donc, c'est vraiment ça qui me semble la perspective fondamentale. Alors, la première force, c'est simplement... Alors là, vous essayez comme vous voulez. La première force, c'est de simplement écouter. Alors là, c'est vraiment simple. Un enfant de 3 ans, il y arrive très bien. Il n'y a rien de plus simple. Première manière de méditer, juste j'écoute. Ah ouais, c'est vraiment basique, j'écoute. Qu'est-ce que j'entends là? Ah, non. Vous entendez ma voix, peut-être vous entendez des bruits de pas, de l'eau qui coule, des oiseaux, le silence, et peut-être encore plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous entendez? Et là, c'est une première manière de faire l'expérience de la méditation. Juste, on ne fait rien d'autre que simplement écouter. Et là, déjà, on sort de soi. On sort de soi, et en écoutant, vous remarquez,
il y a plein de rapports à l'espace. On entend des bruits très loin, d'autres très près. Ça spatialise complètement notre rapport. Ouais, ça fait un bien fou, juste d'écouter, juste de changer notre manière de nous focaliser sur les choses. Sur l'écoute de temps en temps. Deuxième force, la force de l'assise. On se pose. L'idée, ce n'est pas la technique de comment on s'assoit en lotus ou je ne sais quoi. L'idée, c'est de se poser, de sentir qu'on arrive à se poser vraiment simplement. C'est très, très important. La deuxième force, c'est je sens le poids de mon corps qui prend sa place. Si c'est un tout petit peu, pour certains, c'est très évident. Ah oui, je me pose, on sent notre bassin se pose, on prend sa place, on est assis, ça fait du bien. On est là où on est, on se pose dans notre chaise. Pour certains, c'est tellement inhabituel qu'on est un peu perdu, alors vous pouvez simplement sentir le contact de vos pieds sur le sol, ça suffit. C'est déjà formidable. Wow. Il y a quelque chose de tangible, vous voyez. On n'est plus dans une élucubration abstraite, c'est concret. On a juste le contact des pieds sur le sol. Wow. Troisième force, on respire. Il y a une force de respirer. Alors, quoi, c'est une force de respirer? C'est une force de respirer parce que sans rien faire, sans avoir aucun effort à faire pour cela, simplement en respirant, vous laissez la respiration se faire elle-même. Bon, tout le monde a l'habitude, mais s'il y a quelques personnes qui découvrent pour la première fois, surtout, surtout pas, ce que je dénonce toujours, cette idée de pleine conscience. Il ne s'agit surtout pas d'essayer d'être conscient de votre respiration, parce que là, c'est foutu. C'est-à-dire, si vous êtes conscient de votre respiration, vous regardez votre respiration se faire, vous renforcez la dualité. Il y a moi qui essaie d'observer ma respiration, qui essaie de la contrôler, d'avoir un rapport de volonté à elle. Pouf, c'est autre chose. Mais à mon avis, c'est plus de la méditation. Je crois que l'important, c'est vous laissez la respiration se faire. C'est elle qui se fait. Vous ne la regardez pas. Vous ne l'observez pas. Vous ne la contrôlez pas. Elle a lieu. Vous la laissez juste se faire. Ce n'est pas du tout une expérience de conscience, c'est plutôt une expérience physique. Vous pouvez à la rigueur sentir la respiration avoir lieu. Et si vous faites ça, alors il y a quelque chose de tout à fait magique qui se produit. On laisse la respiration se faire, et elle se fait toute seule. Et elle est en train d'œuvrer en vous, de faire tout ce qui est nécessaire pour vous. Ce n'est pas vous, c'est elle. Vous respirez, vous inspirez, vous expirez, ça se fait tout seul. Mais chaque fois que vous inspirez, vous êtes en train de maintenir toutes vos fonctions vitales. Votre organisme prend tout l'oxygène qu'il a besoin. Donc simplement en respirant, en ne faisant rien d'autre que laisser quelque chose se faire qui se fait naturellement, vous êtes en train, de manière très profonde, de dire oui à la vie. C'est pour ça que c'est une force. En respirant, vous nourrissez la vie en vous. Au lieu de vous synchronisez à votre respiration, vous devenez un avec la respiration. Alors maintenant, on va rassembler les trois forces.
j'écoute, je me pose, je respire. Et la quatrième force, c'est quoi que je vis dans cette expérience-là, c'est la pratique. Quoi que j'expérimente, je me sens content, je me sens déçu, j'y arrive, je n'y arrive pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je suis enthousiaste, je fais l'expérience du sacré le plus profond. Quoi que je vive, quoi que je vise, je n'en tire aucune conséquence, je ne le juge pas, je ne le commande pas, ça fait partie de la pratique. J'ai une attitude d'ouverture complète à tout ce qui est là. Tout ce qui est là est là. Donc, il n'y a rien de ce que vous êtes en train de vivre qui n'est pas la pratique. Si vous acceptez que tout fasse partie de la pratique. Et c'est la clé de la pratique, c'est que tout est pratique dans ce cadre-là. C'est ça la quatrième force, de pouvoir accueillir et s'ouvrir à toutes les expériences qui sont là. Voilà, on va arrêter là le petit exercice. Ça te rappelle des choses, Mathieu? Oui, à la base. Hein. C'est la base. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, si ça vous parle, ça, c'est vraiment ce qu'on développe dans les stages. J'étais un peu un clin d'œil parce que Mathieu a beaucoup travaillé à établir la transmission des 4 forts dans les stages que nous faisons dans l'école. Et si vous avez envie un jour d'explorer la pratique et de la vivre, je vous invite à venir faire un stage. On organise régulièrement des stages dans l'école. C'est très, très convivial. Ça dure 5 jours. On vous explique tout sur la pratique, on vous fait vivre des expériences, on vous prend par la main. On a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé à essayer d'inventer une pédagogie qui prend tout le monde, même ceux qui ont le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, et tout le monde y arrive. On a fait ça beaucoup grâce à Mathieu qui a travaillé. Je ne sais pas, tu en as enseigné combien des stages 1? 17 ou 18, je crois. Alors, ouais, il a fait 17 ou 18 stages 1. Donc, il a vraiment, et on a sans arrêt ajusté pour vraiment créer un stage 1 qui soit vraiment une manière de vivre cette expérience. Et il y a des stages 1, il y en a tout le temps. On en fait tout le temps. Donc, je crois qu'il y en a même, il y en a en février, il y en a en avril, il y en a cet été. Il y en a même en février, c'est ça, le mois Oui, prochain. c'est ça. Il y a 2 stages en février dans les Pays de la Loire. Donc, si vous avez envie, hein, n'hésitez pas à me contacter puisque je m'occupe aussi des inscriptions pour ces stages. Il y en a Voilà, une juste c'est au bien. 14. Ouais. Si vous voulez, vous écrivez à Mathieu. Il répondra, il vous répondra. Et alors, et maintenant, j'ai pensé pour que ce qui serait très important, ça serait de rassembler tout ce qu'on a vu en reprenant les 5 points de la pratique, et on va faire quelque chose, on va essayer de faire quelque chose ensemble. On va prendre un petit risque. Après chaque point, vous pouvez poser vos questions. Donc, mais alors, ça nécessite que tout le monde soit bien concentré parce que poser des questions vraiment sur le point. Si vous avez des questions générales à la fin, là, on va vraiment, ça serait vraiment bien, on fait un point, vous posez des questions, et comme ça, on voit que chaque point, le chemin qu'on a fait est davantage nourri et qu'on a fait un parcours depuis le début. Alors, le premier point, c'est je prends ma place. Hein, c'est je prends ma place là où je suis. Donc, c'est à la fois une attitude, on peut dire de méditation, mais c'est une attitude que je peux prendre dans ma vie, que je peux prendre au boulot, que je peux prendre avec mes proches. L'acte fondamental de souveraineté, c'est d'abord, je me pose, je suis là, je prends ma place, j'assume d'être,
je ne m'excuse pas. C'est à la fois un acte physique, émotionnel et spirituel. Ce qui est souvent mécompris, c'est que pour nous, tout est coupé. Si c'est physique, c'est le corps, bon, c'est pas très important. Si c'est émotionnel, c'est émotionnel. Mais non, il y a un acte physique, je suis là, et je suis là émotionnellement, et je suis là avec tout mon être. C'est ça la souveraineté. C'est vraiment... quelqu'un est là, waouh, il est souverain. Là, il se passe quelque chose. C'est vraiment... vous n'êtes pas en train de brouiller ce que vous êtes. Vous surmontez le brouillard. Souvent, les gens sont là, mais il y a un brouillard. Ils sont là, ils s'en veulent, ils s'excusent. Ouais, c'est très triste. J'ai quelqu'un que j'ai connu il y a 20 ans, il m'a écrit un message, je l'ai appelé hier. Il était tellement, ça m'a fait tellement de peine. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est formidable, que je n'ai pas vu depuis 10 ans, il m'a écrit un mail parce qu'il a fait le test des 5 portes, il était complètement ahuri, donc il m'a écrit un message, c'était très touchant, donc je l'ai appelé. Et c'était vraiment triste parce qu'il s'en veut. Il s'en veut pour plein de choses. Et donc, du coup, non. La souveraineté, c'est je me pose, et là, je me pose. J'ai peut-être fait plein de conneries, je pense peut-être que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait dans ma vie, je me sens peut-être gêné de ne pas avoir été un mari aussi parfait que j'aurais voulu, de ne pas avoir fait ceci, d'avoir trop de peur, plein de choses. J'assume, là, je me pose, non pas parce que je suis parfait, non pas parce que j'ai plus de problèmes, mais simplement, là, je me pose. C'est cet acte inconditionnel, sans raison, qui dépasse toute logique, qui est le cœur de la souveraineté. Ça y est, ça suffit, je me pose. J'arrête de m'excuser. Je défais toute la structure de culpabilité et d'écrasement. Et même, comme on a vu tout au cours de ce cours, je me libère de l'orgueil. Il n'y a aucun orgueil. Je ne suis pas fasciné par une image de moi que j'ai à défendre. Ni je me sens nul, ni je me sens génial. J'assume avec fierté et humilité ce que je suis là maintenant. C'est un geste à la fois de fierté et à la fois d'humilité, qui est le cœur de l'expérience, enfin voilà, qui est l'expérience de la souveraineté. Je me sens autonome, je me pose là. Et peut-être j'ai peur, et peut-être j'ai mal, et peut-être je me sens nul, mais je suis là, je me tiens. Il y a quelque chose de plus fondamental que toutes ces identifications, je suis nul, j'y arrive pas, non, je me tiens là. Ça, c'est fondamental. Et ça, au fond, évidemment, j'ai bien conscience que on n'arrive pas comme ça tout de suite, mais c'est bien d'avoir la vision de où on doit aller. C'est-à-dire, bien sûr, certains d'entre vous me dire, oui, mais moi, je n'y arrive pas. Non, non. Est-ce que ça, vous êtes d'accord que c'est ça la vision juste de ce qui est un chemin d'accomplissement humain, qu'on l'appelle spirituel, psychologique, existentiel, religieux, enfin ce que vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord que la direction dans laquelle on doit aller, ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, essayer d'être plus ceci, essayer d'être moins cela, arrêter d'être comme ça, mieux réussir ceci, trouver le truc, non. C'est se poser, assumer ce qu'on est, être là, prendre sa place, parce qu'on n'a que ça. Soit on prend sa place, on n'a pas d'autre place que notre place, donc est-ce qu'on peut la prendre? J'ai eu une question de Florence, dans les questions qu'on m'a posées. Pour être respecté, je dois rester dans le cadre. Je suis fonctionnaire d'État dans un service régalien, tout en restant authentique. Cette dualité semble incompatible. Et quitter mon travail n'est pas envisageable. Et je me suis dit, non, non. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que être dans un cadre tout en étant authentique, ça, c'est pas incompatible. C'est ça, la souveraineté. Vous n'êtes pas souverain parce que vous êtes dans une situation idéale dans laquelle tout le monde vous respecte, dans laquelle il n'y a aucun problème, parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas l'existence humaine. L'existence humaine, c'est ce conflit. C'est pour ça que je vous ai parlé de cas extrêmes comme Mandela. Mandela, il était dans un cadre où être authentique était contradictoire.
Mais c'est ça, je me pose inconditionnellement. Même si la situation est hostile, même si j'y arrive pas, je suis souverain. Et on peut être souverain en pleurant, on peut être souverain en n'y arrivant pas, on peut être souverain en étant au bout du rouleau. Être souverain, ça ne veut pas dire je n'ai aucun problème, tout est réglé, ça n'existe pas. On se trompe complètement. Je suis souverain, c'est-à-dire je me pose, je suis là, je tiens quelque chose, je n'abandonne pas, je tiens quelque chose. Et effectivement, une manière de pointer le fait qu'on prend sa place, c'est qu'on articule d'une manière détendue ce que j'appelais le moi profond et le moi social. On ne les confond pas, on n'en rejette pas un, on les intègre. Et ça aussi, c'est ça la question de Florence. Elle voit quelque chose d'incompatible entre le fait de toucher quelque chose d'une authenticité qu'à voir avec le moi souverain, le moi profond, et le monde social. Mais en réalité, les deux ne sont pas opposés. C'est ces manières de tenir les deux ensemble qu'est la souveraineté. Il y a une question que j'avais, est-ce que j'ai bien compris lors du dernier cours que l'hypersensibilité ne fait pas partie de notre être profond? Oui, l'hypersensibilité fait partie de votre être profond. Le fait que vous êtes un homme ou une femme ne fait pas partie de votre être profond. Le fait que vous avez des cheveux ou pas de cheveux ne fait pas partie de votre être profond. Le fait que vous aimez telle chose ne fait pas partie de votre être profond. Le fait que vous avez tel âge ne fait pas partie de votre être profond. Votre être profond, c'est rien. Et c'est la vie. Et il y a les deux. Il y a mon être profond, mon être social, mon être relatif. Et c'est ça qui s'articule. Et au fond, la souveraineté, le fait de se poser, c'est comme un aperçu que je ne suis pas restreint à mon hypersensibilité, au fait d'être une femme, d'être un homme, d'avoir tel âge, d'avoir tel goût, d'avoir tel problème, d'être dans telle circonstance. Et là, waouh, il y a quelque chose qui déplace, qui réouvre et qui est fondamental. Donc ça, c'est le premier geste, Et donc, peut-être, on peut ouvrir les questions et on peut ouvrir les questions à la fois à l'écrit et à l'oral. Et voilà. Il y a des personnes à l'oral, si tu veux commencer par ça. Ouais, on va prendre à l'oral, mais alors, je ne sais pas, il faut que tu en choisisses une. On n'aura pas le temps de prendre beaucoup. Donc, soit. Bah, du coup, il y a Nicolas qui lève le doigt depuis. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Fabrice. Merci pour ces cours, Fabrice. Oui, je vais essayer d'être rapide puisqu'on va poser des questions. Tu dis, je prends ma place là où je suis. Moi, je rajoute, ça me fait tout de suite savoir, mais je dois savoir, il faut que je sache où est ma place. Et Non, donc, il faut que je non, m'accepte celle que je suis. Non, non. Ta place, c'est là où tu es, là maintenant. Ce n'est pas une D'accord. place abstraite, c'est là, je me pose là où je suis. C'est ça, ma place est là où je suis, là maintenant. Et donc, c'est à la fois physique. C'est pour ça que ce n'est pas abstrait, c'est physique. C'est-à-dire, est-ce que tu peux t'asseoir là où tu es? C'est très simple. J'accepte le présent. C'est trop un télo. Hier, j'ai dû accompagner une vieille amie chez le médecin. On a un médecin souverain. Il était absolument là, absolument en rapport à la situation. Mais c'était physique. Il a ouvert la porte à l'hôpital et d'un seul coup, waouh, il y avait quelqu'un qui tient. Et on sent, il tient. Donc, ce n'est pas un truc abstrait. Il est là où il est. Il était souverain. Il n'était pas en train de s'excuser. Il n'y avait pas de brouillage. C'est pas. Voilà, il est posé. Oui. C'est ça dont je parle. D'accord. Clair? Merci. Oui. Parfait. Est-ce qu'on prend. Oui. Tu veux? Ah oui, allez, prenons la question de Patricia. Patricia. Vous m'entendez? Très bien. On te voit pas. Enfin, Oui, alors j'espère que je vais remettre la caméra, mais j'ai peur que… on va savoir. Alors, pose ta question. Bon, voilà, moi je suis médecin aussi, j'ai traversé un burn-out et ce que tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'avoir essayé de tenir mon être profond et mon être social et de tenir des choses importantes. Et d'une certaine manière, c'est ça qui m'a brûlée, épuisée. Donc il y a certainement une manière de tenir les deux dans la souveraineté où on est en lien avec une énergie plus profonde et sans s'épuiser.
Oui. C'est quoi la question? Bah, la question, c'est ça, c'est-à-dire quelle est la différence assez subtile entre tenir les deux et s'épuiser et puis tenir en étant Moi, je dirais que, en trouvant la force. moi, je dirais que la question, c'est pas de tenir. C'est ça qui me semble, c'est trop. C'est trop épuisant. Donc, quand tu me dis ça, je dis, oh là là, moi, j'ai plus la force déjà de tenir. Non, c'est plutôt, je prends ma place, je me pose, là, maintenant. Je suis là. Et si je sens que je n'arrive pas à prendre ma place, parce que je suis trop épuisé, j'y arrive pas, là, c'est un sonnette d'alarme. Je dirais, oui, aïe, aïe, non, c'est pas tenir. C'est je me pose et je sens que je peux me poser. Sinon, là, sonnette d'alarme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, cette capacité fondamentale de se poser, d'être, de ne pas s'excuser. Quelque chose qui n'a pas, il y a pas, on a un sens de fierté et d'humilité, et il n'y a pas de... et donc voilà, donc je pense que c'est ça. Et le moi profond, on ne le tient pas. C'est comme un goût, c'est comme une odeur. On a juste là, on est juste, on agit, mais on n'est pas captivé absolument par ce qu'on fait, parce qu'on garde comme ça un goût ou un arrière-son qui nous dit « Waouh, d'accord, je ne suis pas obligé de m'identifier absolument. » Le médecin que j'ai vu hier, qui était vraiment très bien, solide, présent, mais il y avait de l'espace, il y avait du recul, il y avait quelque chose d'autre. Il n'était pas absolument dans sa fonction. Il faisait son travail, mais on sentait qu'on avait un bonhomme devant soi. C'est ça l'expérience. Là, j'ai parlé beaucoup de qu'est-ce que c'est le moi profond pour nous, mais quand on voit quelqu'un qui est en rapport à son moi profond, tout de suite, on se dit, tiens, c'est quelqu'un. Voilà. Là, on a un vrai être humain devant nous. Ça répond à la question? Je crois qu'elle a enlevé sa main, je crois qu'Alexandre l'a perdu là. J'espère que... Alors après, je réponds à quelques questions. Il y a une question d'Isabelle. Est-ce qu'être souverain, ça peut être affirmer ses idées et qui l'on est, si cela apparaît complètement à contresens des courants dominants? Ce n'est pas la question. On parlera peut-être de ça plus tard, mais vous allez trop vite. Ce n'est pas ça qui compte. Parce qu'on peut affirmer ça, on peut affirmer ce qu'on pense et être souverain. On peut être souverain parce qu'on n'affirme pas ce qu'on pense. Je l'ai déjà dit dans une fois précédente. Être souverain, c'est d'abord de quel endroit on va parler, de quel endroit on va agir, de quel endroit on fait la chose. C'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus bête. Là, c'est trop compliqué, c'est beaucoup plus bête. C'est-à-dire juste, vous vous posez, vous assumez quelque chose. Et ça se voit, ça change tout. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est là en train de s'excuser en permanence ou quelqu'un qui est juste là. Ça change absolument tout. On n'entend pas ce qu'il dit de la même manière. Quelqu'un peut vous dire des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, mais parce qu'il est souverain, ça ne vous heurte pas. Et la même personne peut dire la même chose, vous êtes heurté parce que les choses ne sont pas au bon endroit. Donc ça, c'est est-ce que notre être intérieur profond est figé ou est-ce qu'il est en constante évolution? Notre être profond, c'est rien. Donc, il n'est ni figé, ni... notre être profond, c'est ouvert, c'est la vie, c'est une dimension de présence qui échappe à toute détermination. Donc, je dirais, il est plutôt en constante évolution puisqu'il est ce qui est hors de toute détermination. On peut dire, regarde, mon être, c'est toutes les déterminations possibles. Voilà, comme j'ai dit, j'ai tel âge, j'ai tel sexe, je suis à tel endroit, mais aussi des circonstances plus... Je suis dans tel état aujourd'hui, etc. Et en même temps, tout ça n'épuise pas ce que je suis. C'est tout bête. Je sens que vous êtes un peu... Certains sont un peu gênés, mais regardez quelqu'un que vous aimez. Vous avez un enfant ou un petit enfant, vous le regardez. Vous voyez bien que ce petit enfant, il n'est pas... J'ai une amie qui vient d'avoir un petit-fils. Elle m'a envoyé la photo. Il est juste il est juste de naître. On voit bien que son moi profond, c'est le mystère de son existence. Au fond, le moi profond, c'est qu'il y a un mystère au cœur de la vie de chaque être humain. Voilà, ça c'est vraiment...
Voilà. Donc, comment être souverain lorsqu'on est envahi d'une profonde tristesse? Puisqu'à ce moment-là, on a vraiment l'impression d'être perdu et non souverain. Non, je réexplique tout, Frédéric. Vous n'êtes pas souverain parce que vous n'avez plus de chagrin, parce que vous n'avez plus de tristesse. Vous êtes souverain parce que vous êtes souverain avec votre tristesse. Ça, c'est ça. Vous êtes souverain. Souverain, ça ne veut pas dire je vais bien. Souverain, ça veut dire que je tiens quelque chose. Donc, vous pouvez tout à fait être souverain avec du chagrin. On peut être souverain au bout du rouleau. On peut être souverain sans pouvoir bouger de son lit. Parce que on est posé là où on est. Là où on est. Après, il y en a qui me disent, oui, mais on se sent mieux dans certains endroits que dans d'autres endroits. Oui, mais être souverain, c'est pouvoir se poser là où on est, même si c'est difficile, même si ça ne nous plaît pas. On entre dans quelque chose de plus profond. Voilà. Donc, on n'est pas souverain. La même question, comment être souverain si on est dans la solitude? On est souverain là, c'est-à-dire qu'on se pose là où on est. On se pose dans sa solitude, on se pose dans sa tristesse, on se pose... voilà. On se pose dans son angoisse. Deuxième, alors on va faire le deuxième point. On pourrait dire c'est aussi ne plus se sentir victime, c'est assumer une responsabilité, la souveraineté. Je ne suis pas que victime. Voilà, c'est ça que je vis. Je me relie à ça. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un travail. En devenant souverain, on transforme très en profondeur comment on est. Le deuxième, je dis je. Donc, je me suis posé, maintenant, je. Et là, il y a une très belle question de Corinne. Dans la méditation de la souveraineté, la deuxième étape, dire je ne suis pas sûr de bien comprendre cela. Pourquoi ce je tout seul? Est-ce que cela veut dire je suis, ou peut-être je prends ma place, ou autre chose? Non, c'est je. Parce que vous avez pris votre place déjà, vous vous êtes posé. Maintenant, vous osez dire je. Et en fait, la question de Corinne, elle m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je crois que le fond de ça, ce qui se passe, je dis je, et il y a à la fois quelque chose qui est je sors de la neutralité. En disant je ne suis plus neutre. Souvent, on agit avec une sorte de fausse neutralité. Enfin, ce n'est pas une vraie neutralité, mais genre, comme si on répond juste aux choses telles qu'elles sont, pom, 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 pom. Là, d'un seul coup, dire j'assume quelque chose, je ne suis plus juste neutre. Et il y a une certaine vulnérabilité. Dire ce n'est pas solide. On s'est posé, on dit il y a à la fois de la force, mais il y a à la fois quelque chose une légère vulnérabilité. Ce n'est pas je suis, oulala, je suis. Là, ça serait une affirmation, juste je. Je tiens quelque chose, j'ose dire quelque chose. Ça va encore un peu plus loin dans le fait qu'on ne s'excuse pas d'être. Mais vous voyez, on sort de la neutralité, de ce qui est mesuré, du temps mesuré, de tout ce qui est mesuré. Il y a quelque chose qui va contre une forme de routine, contre un ordre rationnel et mécanique. C'est très, très beau. Quand chaque fois que quelqu'un dit « je » pour de bon, c'est magique. Ça, c'est vraiment une expérience. Je crois que tout le monde a fait ça. Vous parlez avec quelqu'un, et d'un seul coup, quelqu'un dit « je », il n'est plus dans une représentation, dans je ne sais quoi, c'est un je vrai. Tout le monde sent ça. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de touchant, il y a quelque chose... Il y a un certain élément dans le je, d'une légère, mais c'est léger, hein, d'une légère mise à nu. Voilà. Alors, est-ce que tu as une question, Mathieu? Oui. Alors, il y a Laurence qui souhaite poser une question. Et si toi, tu as une question aussi, tu peux poser. Ou si tu D'accord. peux rajouter quelque chose. Ok. Bah, écoute, moi, je trouve que ces deux premiers points, ils sont essentiels et ils sont reliés. C'est d'abord cette première étape où je prends ma place,
qui amène vraiment, moi, ce que je sens quand ça m'arrive, c'est une qualité de présence. Et à partir de cette qualité de présence qui m'ouvre à quelque chose dont je ne sais pas, le jeu qui vient, et, et moi, ça a été très important parce que quand tu as parlé de neutralité, mais en fait, moi, j'étais tout le temps dans la neutralité. En fait, je ne prenais jamais cette place de jeu. Et dans ce jeu-là, quand il est pris à partir de cette qualité de présence, comme tu le dis, c'est pas un jeu, il y a un jeu social bien sûr, mais il y a un jeu qui parle de quelque chose de plus profond, d'une part d'authenticité, et ça change complètement les discussions quand c'est amené là. Je vois que quand il y a ce jeu-là qui est amené, les gens, on peut parler vrai. Et après une discussion de ce type, on se sent vraiment ressourcé profondément. Merci, je trouve que c'est très beau ce que tu dis et je pense que c'est très, très aidant. Et après, je vois, il y a plein de commentaires différents. Dire « je » pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Pour certains disent c'est une connexion aux autres, pour d'autres, c'est ne plus être transparent, pour d'autres, c'est l'engagement dans sa vie, pour d'autres, c'est la singularité. Vos témoignages sont, au fond, dire « je » pour chacun d'entre nous, ça veut dire quelque chose de différent à un moment donné. Mais le mouvement, voilà, c'est ça. On prend la question de Laurence ? On prend la question de Laurence. Alors, on ne t'entend pas encore, Laurent. Oui, vas-y, tu peux y aller. Ok, merci. Je veux dire juste que ma connexion, elle est instable. Alors, il est possible que je ne puisse pas aller jusqu'au bout. Voilà. En fait, je vais partager quelque chose de personnel. Mes 2 filles ne souhaitent plus me voir. La plus jeune, je ne l'ai pas vue, elle a 26 ans depuis 4 ans. Et en fait, voilà, ça m'a créé beaucoup de souffrance. J'ai essayé j'ai fait des erreurs. Donc là, ça me brasse parce que j'ai essayé d'être dans mon je suis, enfin, de dire qui j'étais. Et en fait, elle me renvoie le fait que je n'écoute pas, que je me remets pas en question, alors que je me remets en question. Enfin, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai trop fait? Et là, j'en suis à un stade où j'assume ma différence. Voilà, on n'a pas les mêmes choix de vie. Et donc, je trouve que c'est pas toujours évident de comprendre cette histoire du jeu. Quand j'affirme quelque chose. Vous êtes trop loin, vous êtes beaucoup trop loin, si je peux me permettre. Oui, vous ok. êtes trop loin, c'est-à-dire que vous voulez déjà régler votre problème avant de vous poser. Donc déjà, ça ne va pas. Vous parlez déjà de « je suis », mais « je », ce n'est pas « je suis ». Vous parlez déjà de dire ce que vous avez à dire, mais déjà, soyez « je ». Donc, vous allez trop vite. On veut régler ces problèmes, mais on n'est pas au bon endroit, donc on ne peut pas les régler. Il faut que vous commenciez vraiment simplement par vous poser là où vous êtes. Et après, vous dites « je ». Et faites d'abord, et vous allez faire des découvertes complètement dingues que vous ne pouvez pas soupçonner, parce que vous n'êtes pas en contact avec vraiment pleinement ce qui vous arrive. Pour l'instant, comment vous parlez, c'est vrai, mais ça ne va pas assez au cœur, ce que vous voulez bien faire. En fait, vous voulez beaucoup trop bien faire. Il faut que vous la paix et revenir là. Et peut-être vous allez voir que vous êtes furieuse, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous avez du chagrin. Je ne sais pas, mais vous ne vous donnez même pas le droit et le temps de faire une expérience. Vous voulez trop comprendre et trop régler le problème. Et donc, vous ne réglerez pas. Ça ne peut pas marcher. Vous n'êtes pas à l'endroit où les choses vont se débloquer. Mais si vous mettez au bon endroit, les choses vont se débloquer. C'est beaucoup plus magique qu'on ne croit. Quand on est au bon endroit, quelque chose se débloque. Peut-être pas comme on veut, mais quelque chose va se débloquer. Là, vous êtes bloqué parce que vous voulez régler votre problème. Vous êtes comme dans un tunnel. Vous voyez, si je fais ça, je vais régler le problème, mais on me dit non, mais il faut que je le fasse, mais je n'y arrive pas, mais comment je fais, mais il faut que j'y aille, mais il faut… Et donc, vous avez trouvé une solution et vous êtes enfermé. Non, il faut changer de stratégie. Passer, comme je dis souvent, il faut changer de régime, changer de vitesse, comme en voiture. Là, vous êtes à la première vitesse, et là, il faut passer à la deuxième, parce qu'à la première vitesse, vous ne pouvez pas franchir l'obstacle. Et donc, la souveraineté, c'est retrouver quelque chose en vous qui va déplacer les choses. C'est un mouvement, ce que je suis en train de montrer. Ce n'est pas une solution, c'est un mouvement. Je me pose, je dis « je ». Quand vous allez dire « je », si vous dites « je » pour de bon, vous allez voir, mais ça va être un séisme pour vous. Voilà ce que je peux essayer de vous dire. Faites-le, vraiment faites-le. Vous allez voir, ça va vraiment changer les choses. Ça va vraiment…
Alors, on va faire le 3. Je, c'est vraiment le séisme. Je. Et là, il se passe quelque chose. Ce n'est pas une solution qui va régler quelque chose comme ça, mais d'un seul coup, vous transformez le rapport que vous avez à vous-même. Et c'est pour ça que les témoignages que vous avez dit, c'est très beau, parce que je m'ouvre à l'autre, j'ose m'affirmer. Ça peut prendre plein de formes différentes, et ça va être complètement surprenant à chaque fois. Mais ce qui est central, c'est quand même le mouvement, comme un mouvement de dénuement dont Mathieu parlait très bien. Et on sent quand quelqu'un dit « je », pour de bon, il y a un truc qui se passe, c'est absolument irrésistible. C'est irrésistible. Quand quelqu'un dit « je », c'est irrésistible. Ça change tout. Moi, je n'ai pas des relations faciles avec mes parents, mais parce que mes parents, si mes parents disaient « je », un jour, au lieu d'être pris dans une fonction et une représentation, ça changerait beaucoup de choses. Ça aiderait énormément. Même quand on est en désaccord, quand on dit « je », il y a quelque chose qui se passe qui est… Alors, troisièmement, je sens mes propres richesses. Je sens mes propres forces. Je suis, en disant « je », j'ai dit « je », donc je me suis posé, j'ai dit « je », et là, je sens que c'est profond, que ça a des racines, qu'il y a des choses qui m'habitent. C'est bien par rapport à la question qu'on a eue aussi. Donc là, je ne me laisse pas réduire à quoi que ce soit. J'assume l'humanité en moi. Et là, c'est tout ce qu'on a dit aussi sur le pouvoir. On a un rapport plus profond au pouvoir. On n'est pas juste dans le fait de râler, mais on essaye d'assumer. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. On assume quelque chose de plus profond. Donc là, il y a vraiment… je sens qu'il y a une profondeur en moi. Et je ne peux pas comprendre pourquoi. Je ne peux pas le mesurer. Je ne peux pas le contrôler. Là, il y a vraiment… Parce qu'on a dit « je », il y a comme un sens de confiance qu'il y a quelque chose qui nous habite, qui est grand. Tout le monde, il y a quelque chose qui habite chacun d'entre nous qui est grand. Donc ça, c'est vraiment très beau. J'avais une question d'Iris. Elle parle qu'elle a fait le test des 5 portes, vous savez, que vous pouvez trouver sur mon site en ligne. C'est très beau, elle dit « J'aurais dit que j'avais la 9e porte, mais il n'y en a que 5. J'ai commencé par écouter la vidéo sur YouTube et je me suis dit instantanément « la rouge, mince, j'avais espéré aucune porte ne veut de moi. » Puis j'ai cliqué sur le lien vers le test et résultat, porte rouge, c'est presque inquiétant. » Et j'ai eu cette question parce que c'est très profond. La force qui est en nous, nos propres richesses, nous ne les connaissons pas. Donc, je trouvais très beau l'expérience d'Iris, parce qu'au début, elle dit « il n'y aura aucune porte pour moi, mince », et puis d'un seul coup, on découvre, vous pouvez faire le test, on découvre une indication de quelque chose qui est notre propre. Et ça, c'est très important, c'est vraiment lié à la souveraineté. C'est-à-dire, on entre en rapport à quelque chose qui nous meut. C'est plus juste le jeu de mise à nu, mais là, il y a quelque chose comme… c'est comme si on creuse un puits et au lieu de creuser dans le désert, on creuse là où il y a de l'eau. C'est ça. Donc c'est ça une porte. Et c'est ça qui est fondamental dans la souveraineté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un journaliste qui m'a interrogé hier sur le livre des 5 portes. Et il me dit, moi, quand j'étais enfant, j'étais souvent dans les nuages. Et donc, mes parents sont inquiétés et m'ont envoyé voir un thérapeute. Ils ont dit que j'avais un spectre autiste. C'était vraiment difficile. J'ai lu votre livre, je dis, mince, quel dommage que je ne l'ai pas lu 20 ans auparavant, parce que, en fait, j'ai compris que je suis porte blanche et que le fait d'être perdu, c'était une manière pour moi de fuir quelque chose que je n'aimais pas, d'entrer en rapport à quelque chose de profond. Mais tout le temps, on m'a fait croire que j'étais en faute et coupable d'être ce que je suis. J'ai trouvé ça très profond, profondément émouvant, parce qu'au fond, depuis qu'on est enfant, le message qu'on nous dit,
c'est « tu es trop ». Tu es trop curieux. Tu veux trop rentrer en relation avec les gens alors qu'il ne faut pas. Tu es trop bavard ou tu es trop timide. Tu en fais trop, tu es trop agité ou tu es trop immobile et tu es trop comme ça et tu es trop comme ça. Et donc, le message qu'on a, mais alors ça, c'est vraiment tellement chevillé au corps, c'est « je réussirai, je serai aimé, je m'accomplirai quand je ne serai plus trop ceci, trop cela, pas assez cela ». Donc, on a le message. Alors, c'est ça. Alors, on va méditer pour se calmer et être plat. On va faire du développement personnel pour plus avoir de problèmes. Et alors, c'est la torture qui commence, donc j'en ai parlé mais c'est insensé le mécanisme de torture dans lequel on est pris. Et c'est tout faux. C'est absolument, je ne sais pas comment je pourrais faire pour être un jour, pour essayer d'être compris, mais on va à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Au lieu d'indiquer aux gens du matin jusqu'au soir, calmez-vous, détendez-vous, soyez moins ceci, ayez moins envie de comprendre. De dire aux gens, mais non, allez là où c'est vivant, creusez là où il y a de l'eau, assumez votre singularité, assumez d'être complètement fou et bizarre. On est tous fous et bizarres. C'est insensé de dire non, je ne dois pas être comme ça, et non, je ne dois pas être comme ça. Et c'est exactement le contraire. C'est quand je suis en paix avec disons, entre guillemets, ma folie, on a tous une forme de folie, quand je suis en paix avec la forme de folie, elle devient sagesse. Mais là, on est en train de raconter que la sagesse, ça serait quand j'aurais liquidé ma propre folie. Mais c'est tellement triste. C'est un tel malentendu que les êtres humains ne cessent de faire. Donc voilà, c'est ça. C'est ça le sens de ses propres richesses, c'est ça le sens du chemin, c'est ça le sens de la souveraineté. Je suis souverain, et je creuse là où il y a de l'eau, c'est peut-être pas là où je voulais, l'eau, elle n'est peut-être pas de la couleur que je veux, mais c'est la source de vie pour moi. Si je suis en rapport à elle, quelque chose va se transformer. C'est ça. C'est ça. Et je me dis là que vraiment la clé, le pas suivant par rapport à ce qu'on a fait, c'est vraiment les 5 portes, et ça tombe bien puisque le livre vient de sortir et que le prochain cours, je le ferai sur les 5 portes. Ça m'a beaucoup bouleversé cette discussion que j'ai eue avec ce journaliste parce que j'ai vraiment vu, au fond, même d'un autre regard, la propre souffrance que j'avais quand j'étais enfant. C'est fou. Alors, est-ce qu'il y a une question sur cette 3e étape? Je sens mes propres forces, je sens ce qui m'habite, je rassemble mon pouvoir au lieu de m'en couper. Est-ce que Mathieu, c'est clair? Oui, oui, oui. Tu veux une question? Ouais, une question, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, de ma part? Ouais. Ah, ben moi, j'ai fait le test. Et alors, t'es quelle porte? moi, je suis la porte jaune. Ah, ça marchait alors. Ouais, le bonheur de la plénitude. Bon, Et pour certaines personnes, le test, ça peut ne pas complètement fonctionner parce qu'il n'y a que 20 questions et ça peut prendre un peu plus de temps. C'est vrai qu'en lisant le livre, vous verrez, et puis le livre, il y a un peu plus de questions. Ah ben, ça a marché. C'est vrai, tu es porte jaune. Et ça t'a fait du bien? Ça t'a aidé? ben oui, mais comme tu le dis, il y a quelque chose qui est reconnu. Et à partir de cette reconnaissance, comme tu le disais, souvent, cette part de nous qui est reconnue à ce moment-là, en tout cas moi, pendant mon enfance, c'était plutôt de me dire que c'était trop, en fait, et que ça n'allait pas. Et là, tout d'un coup, c'est reconnu comme une richesse. Et ça, c'est un soulagement. Et c'est vraiment un point d'appui pour repartir à l'aventure, moi, je trouve. Ça donne beaucoup en tout cas, moi, ça me donne beaucoup de confiance pour explorer. Ce que tu dis, qui me semble essentiel et que je n'avais pas dit, et qui est vraiment, je pense, la clé du 3e point, et donc merci, c'est vraiment là, être reconnu. C'est comme si quelque chose nous parle de nous et on se sent reconnu. Et je pense que tu as raison, c'est fondamental. On dit « je », mais pour trouver ses forces, il faut être reconnu. Et au fond, c'est ça les enseignements sur la souveraineté, mais c'est ça que je parle dans les 5 portes, c'est comment je vous montre le chemin qui va faire que vous vous sentez reconnu. C'est même pas on se reconnaît soi-même parce qu'il y a des enseignements qui vous montrent « Ah,
Ah oui, et on se sent reconnu. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas être souverain si on ne se sent pas reconnu. Et quand on est reconnu par personne, eh ben, il faut que quelque chose nous reconnaisse. Et c'est ça le sens d'un enseignement. Mon enseignement vise à que c'est l'enseignement qui vous reconnaît. Ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas vous. Mais il y a quelque chose de l'enseignement qui nous reconnaît et fait « Waouh, on est en paix ». Et c'est fou, comme là, tu disais que ça allait être peut-être le pas d'après par rapport à ce cours sur la souveraineté. En fait, tu sais, avec ce test, moi, je reçois beaucoup de messages de gens, surtout qui font ce cours, de messages très enthousiastes, justement, d'être reconnus et d'être reconnus dans leur porte. Et je trouve qu'il y a vraiment une dynamique là qui se met en place. Je n'avais jamais vraiment vu ça depuis que tu donnes des cours, cet élan. Et là, vraiment, tu ne le diras pas toi-même, et je me permets de faire une petite parenthèse pour tous ces gens qui sont très enthousiastes, qui ont reçu le livre, dont je reçois des messages. N'hésitez pas, si vous avez envie que ce livre marche, que l'enseignement de Fabrice porte. C'est très simple, et c'est même gênant presque de le dire, qu'une des façons aujourd'hui pour qu'une parole soit entendue et qu'un livre marche, c'est d'écrire des commentaires sur les sites de vente de livres à distance, notamment comme la FNAC ou Amazon. Juste un petit message de ce que vous avez, de comment ce livre vous a aidé, et ça peut permettre aujourd'hui de faire connaître le livre. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, pour tous ces messages enthousiastes que je reçois, faites-le, c'est très simple. Et en plus, ça sera une occasion de parler de ce qui est important pour vous et de comment ça vous a aidé. Ça va aider aussi beaucoup plus de gens. Donc voilà, je me suis permis, excuse-moi Fabrice, cette petite parenthèse, mais… C'est bien. Et contrairement à ce que dit Ève, ce n'est pas de la publicité, on essaie de vous… C'est important de transmettre et de communiquer, sinon personne ne serait là. Je me sens toujours gêné quand les gens disent non, ce n'est pas du marketing, c'est important que les gens soient au courant, sinon personne ne serait au courant, personne ne ferait de cours, personne ne serait au courant de rien. On serait juste dans la dictature de la publicité qu'on a tous les jours. Alors, quatrième point, on entre en rapport à la lumière dans son propre cœur. On a touché. Alors, on n'a pas fait de question pour le troisième point. Peut-être on peut faire une question pour le troisième point. On est embêté parce que on va être en retard, mais tant pis. Oui, il y a Didier qui est là, qui souhaiterait poser une question. Oui, mais Didier est là depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est vraiment juste sur le bon point. Tu as le droit de poser une question, Didier, mais si c'est vraiment sur le point… 3. 3. Sur les… Ton micro est pas ouvert. Moi, j'avais… Alors, excuse-moi, bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Il est quelle heure? Il est 3 heures de plus que chez vous. Voilà. Vous m'entendez? Très bien. Ma question, c'était par rapport au fait que quand je me pose, que je prends ma place, et quand je rentre dans le j'ose dire, et dans cette humanité, j'ai l'impression un peu de me regarder, et j'ai l'impression de basculer dans une conscientisation. Et je voulais savoir comment je pouvais éviter cet écueil, peut-être par la répétition, par l'entraînement, voilà, j'ai cette question qui reste en moi. Alors, ça, c'est une bonne question. Ça j'aime bien parce que c'est très concret. Je me pose, je dis je. J'ai du mal à voir comment ça peut être une conscientisation. C'est pas je me regarde, il n'y a rien, je. Tu dis je et tu sens, quand on dit je, on se sent touché, on se sent humain, on sent qu'on se reconnecte à quelque chose. C'est moins abstrait. C'est quoi ton expérience quand tu dis je? J'ai quelque part l'impression de me regarder quand je dis je. En fait, non. En fait, ce que tu dis, à mon avis, ce qui se passe, mais bon, je peux me tromper, c'est que tu sens une forme de nudité. Oui. Mais ça, c'est pas se regarder. C'est quand on dit je, il y a quelque chose de moins neutre, de moins objectivant. On sort de l'objectivation. Je. Donc, je crois qu'il faut que tu passes du fait ce que tu dis à juste je. Ah oui, là, je suis moins assuré. Quand on dit je, on n'est pas assuré, parce qu'on ne sait pas ce que… je ne veux pas dire plus. Je veux juste décrire le phénomène. Je m'assois, je me pose, je dis je. Quand je fais ça, ce je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas de quel droit je peux le dire. Donc, il y a quelque chose là qui est désarmant.
Voilà. Donc, Merci. donc, quand on est extérieur, c'est qu'on a un peu peur de rencontrer cette expérience. Donc, il faut essayer juste de la laisser résonner. Je. Mais vous ne pouvez pas le faire trop longtemps parce que si vous faites trop longtemps, ça va devenir fabriqué. Donc, c'est vraiment simple. C'est je me pose, je suis là et je dis je. Là où je suis comme je suis. Ce n'est pas un je totalitaire. Ce n'est pas un je mécanisé puisque c'est l'expérience. Et quelle est, au fond, on pourrait dire, quelle est l'expérience que vous faites en disant je, cette expérience, accueillez-la, c'est ça je pour vous maintenant. Peut-être ça, c'est encore mieux dit. Là, je pense que c'est la bonne formulation. Quand vous dites je, l'expérience que vous faites au moment où vous le faites, c'est bien. Alors, on a dit qu'on fait le 4e point. Oui. 4e point, c'est très simple. C'est, troisièmement, on était en rapport à sa propre force. On était en rapport à ce qui est vivant pour soi, et on le rassemble dans son cœur. Alors, dans la pratique, je l'ai fait, on sent la terre, on sent le ciel, et on ramène à soi. C'est juste une manière d'éviter que ce soit une sorte de bavardage, mais vraiment une expérience tangible qu'on fait, parce que c'est en faisant une expérience que les choses se déplacent. Donc, on déplace les choses, et ça se manifeste là plutôt comme un sens de vaillance. Quand on a dit « je », il y a un sens peut-être de nudité, on rassemble son pouvoir, et là, au niveau de son cœur, on sent à la fois de la joie, du courage, un sens d'ardeur. Je refais, je m'assois, je dis « je », je sens qu'il y a une profondeur dans ma vie, et je sens au niveau du cœur que ça se rassemble, qu'il y a un pouvoir, j'ai un pouvoir en tant qu'être humain. C'est ça le 4e point, c'est rassembler vraiment pleinement le pouvoir au niveau de mon cœur, du centre de mon être, enfin, comme vous voulez. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mathieu? Moi, je me rappelais qu'il y avait aussi la terre et le ciel, non? C'est ça, ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. La manière de le faire, pour rendre ça concret, c'est je sens la terre, je sens le ciel, et je sens que je suis entre la terre et le ciel, et je sens comment tout cela s'unit dans mon cœur. Moi, je trouve fort ça, c'est ce lien de non-séparation en fait qu'on touche dans cette 4e force-là, où tout d'un coup, on s'appuie sur la terre et on se relie au ciel et en même temps, ça se rassemble dans quelque chose qui est dans notre être. Je trouve ça très profond et c'est très aidant dans Oui. cette étape de sentir cette non-séparation. Oui, et donc le conseil qu'il faut donner ici à tout le monde, c'est littéral. Oui, voilà. Moi, je ne parle pas, je sais pas, c'est très littéral. Je crois qu'on n'est jamais assez littéral. Est-ce qu'il y a une question sur ce point? Je vais peut-être partir de la fin parce que… Alors, Ingrid. Oui. Alors, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Donc voilà, pour le 4e point, je voulais savoir, est-ce qu'on peut aussi parler à ce niveau-là de co-création avec ce qui nous entoure, quelque part, avec des forces extérieures, une espèce d'inspiration de quelque chose, Oui, oui, tout à fait. On peut dire que vous rassemblez ce qui est là, qui devient votre allié. Je ne dirais pas co-création, mais je dirais vous rassemblez votre pouvoir, et c'est plutôt comme ça, oui. Est-ce qu'on peut parler d'inspiration aussi, peut-être? Parce que j'ai un petit côté artiste aussi, et donc, quelque part, je me demandais si à ce niveau-là, on Oui, pouvait aussi parler de l'inspiration. oui, je dirais que c'est le préalable à l'inspiration, parce que l'inspiration, elle sera à la fin du processus. Je m'assois, je dis je rassemble ma force. Là, je le rassemble là. Après, on va irradier dans la dernière étape. Et à partir de là, on a débloqué le processus de création. On a coupé le bavardage, on a coupé le mental, on a coupé ce qu'on raconte. On rentre dans quelque chose de complètement… On rentre dans un autre ordre. D'accord. Merci.
Le quatrième point, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est très simple. Vous faites la terre, vous faites le ciel et vous êtes là. C'est très… La terre, le quatrième point, c'est… Le troisième, on sent de la profondeur. Le quatrième, cette profondeur, on la rassemble, on la rassemble, on la tient. Après, il y a la question, est-ce que la façon de ressentir son pouvoir ne soit pas dans l'action, créer, réparer, planter, cultiver, juste après. Ça, c'est quand on a fait la pratique qu'on peut manifester ça. Mais là, si on ne plante plus pris par la tâche, mais à partir de la souveraineté. Et on ne le fait pas du tout autrement. Et qu'est-ce que ça veut dire littéral? Ça veut dire que si je dis on s'assoit et on sent ses pieds sur le sol, il n'y a pas un sens caché, ce n'est pas métaphorique, il n'y a pas un sens, on sent les pieds sur le sol, c'est littéral. Et quand je dis on sent la terre et on sent le ciel, c'est littéral, ce n'est pas une image abstraite. Alors après, le dernier point, c'est j'irradie. Ce pouvoir, cette force, cette souveraineté, ce n'est pas un truc que je garde en moi-même, je le laisse comme un soleil, ça irradie de soi-même. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que quand on irradie, il y a quelque chose de juste. Quand il ne s'agit pas, comme dans la question de Paola, le je face à l'autre peut être violent. Non, c'est aucun rapport avec ce dont je parle. Je dis je, le dire je par rapport à l'autre, c'est une autre question. Je dis je rassemble ma force, je touche mon cœur, je laisse irradier. Et là, comment vous parlez à quelqu'un d'autre, ça sera complètement différent de tout ce que vous croyez. Ça va être c'est ça le point central, c'est qu'il y a quelque chose qui se déploie autrement. Voilà, c'est ça. Je laisse ma souveraineté irradier. Et là, ça répond à la question d'Ingrid, puisque c'est là où cette énergie, ce pouvoir, cette souveraineté, d'un seul coup, elle se déploie, elle se manifeste, elle devient créativité, action, relation, voilà. C'est ça. Et peut-être, pour prendre un exemple très simple, quand on aime quelqu'un, on prend un parent aime son enfant, ben, aimer, il faut que vous soyez souverain pour aimer. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas posé, vous ne pouvez pas dire je, vous ne rassemblez pas votre force, ce n'est pas quelque chose qui irradie, c'est difficile d'aimer pour de bon. Il y a quelque chose là qui est d'un autre ordre, peut-être de l'ordre de la manipulation, de la transaction, de l'échange, mais le vrai geste d'amour, c'est ça. Et en même temps, ce qui se passe, c'est quand vous êtes souverain, vous rendez l'autre souverain. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Quand on est souverain, les gens autour de nous sont souverains. Donc, ce n'est pas du tout la souveraineté et les autres, non. Quand vous êtes souverain, comme ça irradie, un prof qui est souverain, ses élèves sont souverains. Et le médecin hier, cet ami, il a rendu souveraine par sa souveraineté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Chaque fois que quelqu'un ose être souverain, il rend les gens souverains. Ça, il y a quelque chose là qui se passe, puisque j'ose être qui je suis, je donne de l'espace à l'autre. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une pratique, ce dont on a parlé. C'est ça, c'est une pratique très profonde, de profonde transformation, qui déplace en profondeur les choses. Peut-être on prend une question. Oui, il y a Christelle. Vas-y, Christelle. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais juste faire part d'une expérience. J'ai fait la pratique et j'avais une communication avec le père de mes enfants, donc c'est toujours peut-être pas facile. Et là, j'ai fait, et c'est très juste ce que tu dis en disant, c'est dans la pratique, et c'est vraiment dans la pratique qu'on sent ce qui se passe et qu'on sent cette transformation. Et moi, j'ai pas mis d'attente, hein. Voilà. Et là, pour la première fois, j'ai eu j'ai pu avoir une discussion sereine. Voilà.
avec le père de mes enfants. Et c'est ce que je voulais dire en fait. Je, j'ai vu cette transformation. Le fait de dire je suis à ma place, je ressens. Le fait de dire ben, d'être là, ben, ça se passe, quoi. C'est ça. Et enfin, j'ai été mais subjuguée par ce qui s'est passé. Vraiment, vraiment. Donc voilà, je voulais juste Merci donner mon expérience. parce que ça va inspirer tout le monde. C'est très profond et très magique parce que on croit quand on a un problème avec le père de ses enfants, on croit qu'il faut apprendre un truc pour réussir. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas confiance, on ne laisse pas la place à l'autre, on ne laisse pas la place à la situation, donc on bloque tout. Donc, c'est ça qui est fondamental. C'est le chemin que je propose, il fait que doucement, on n'est plus au même endroit, donc on ne dit plus la même chose, même si on dit les mêmes mots, la personne ne les entend pas de la même manière et ça va se transformer. Donc, merci infiniment de ton témoignage qui me semble une très bonne manière de clore pour aujourd'hui. Peut-être on donne le micro à Émilie comme dernière question. Très bien. Émilie, c'est à toi alors. Bonjour, vous m'entendez? J'ai activé le micro. Ouais. Oui, j'aurais voulu savoir si, en fait, le fait de dire je, c'est s'assumer, c'est regarder en face vraiment ce que l'on ressent et assumer ce que l'on ressent. Ça, c'est déjà presque la troisième étape. Dire je, c'est juste dire je. Quand tu dis je, voilà, fais-le maintenant. Tu dis juste je. Qu'est-ce que tu sens quand tu dis je? C'est se rencontrer, c'est comme quand on se dit bonjour. Oui, ça, c'est beaucoup plus vrai. C'est très direct, c'est très simple, mais d'un seul coup, on coupe quelque chose du brouillard. On est comme en rapport un peu à son cœur. Je. Et ce n'est pas complètement se rencontrer dans le détail. Ça sera la troisième partie dans laquelle on rentre dans la profondeur. On commence à sentir. C'est ce que je trouvais que c'était bien d'essayer de parler, de trouver sa porte. On trouve là, on commence à creuser le puits de toutes nos ressources. Je n'ai pas encore en rapport à ces ressources, mais on change d'ordre, on change de perspective. Peut-être on n'a jamais eu le droit de dire « je ». Et là, d'un seul coup, on ose dire « je ». Donc, il se passe un truc dingue. J'ai vraiment envie d'arriver à trouver ce… Oui, tu vas trouver. Tu vas trouver. Bon, après, évidemment, c'est un très, très long, c'est un profond chemin, puisqu'on vous apprend le contraire. On nous apprend depuis comme je dis, je pense vraiment que c'est depuis notre enfance, on nous dit le contraire. Dire « je », c'est pas bien. Surtout, il ne faut pas dire « je ». Moi, j'ai fait des études de philo, il fallait toujours dire « nous ». Nous pensons que, nous disons que. Je me souviens quand j'écrivais mes livres, je disais pas je, puis à un moment, mais si tu dis pas je, on ne sait même pas qui parle, on ne comprend pas. Donc, on ne nous a pas du tout appris à dire je. C'est vraiment quelque chose de très profond. C'est un vrai travail de transformation. Ce dont je parle, la souveraineté, c'est un changement de perspective qui vous met en rapport avec une force de magie du monde qui va vraiment transformer les choses. Ok, merci. Merci à toi. Et c'est un chemin. Donc, on ne peut pas le faire une seule fois. Moi, je vous l'enseigne. Ça fait 20 ans que j'explore ces enseignements. Il ne faut pas du tout croire que j'en ai fait le tour. J'ai sans cesse à les réexplorer et j'ai sans cesse à refaire l'exercice. Ce n'est pas que, oh là là, moi, je n'ai plus besoin de le faire. J'ai à refaire sans cesse l'exercice. Moi aussi, des fois, je suis pris par la peur, par l'inquiétude, qui font que j'ai plus confiance, que je suis plus au bon endroit, et donc je refais ce chemin et cette pratique. Donc, toute manière, vous l'avez, cette pratique, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez, et puis je voulais, si vous avez envie de continuer le chemin qu'on vous présente, je vous invite vivement à découvrir ce qu'on fait dans l'école. Au fond, voilà, moi, je suis très content de faire ce cours. Je suis très content d'écrire des livres, d'essayer de faire connaître cette perspective. Mais le fond quand même de ce que j'essaye de faire dans ma vie, c'est
fondé par l'école, un mouvement d'éducation populaire où on peut être ensemble pour manifester et incarner la vision que je propose. Et si vous voulez en savoir plus sur l'école, eh ben, Mathieu vous en fera une présentation le 29 janvier. Il va vous envoyer un message à tous et il vous expliquera l'école. Il vous la présentera. Voilà, c'est un petit cadeau qu'il fait à ceux qui ont envie de découvrir l'école. Et le prochain cours que je ferai sera sur les 5 portes. Et alors, ce sera un peu différent. Je vais tenter une autre expérience. Ça sera un cours un peu plus long. Vous recevrez, je me suis donné le défi d'essayer de faire, parce que dans les 5 portes, je parle des rituels. Ceux qui ont suivi mes cours me disent souvent, mais comme ça qu'on fait des rituels, mais on ne peut pas faire un rituel par Zoom. Donc, je vais essayer je vais tourner des vidéos qui vont exposer des rituels liés aux chacune des portes pour aider, parce qu'il y a la pratique, mais pour entrer dans cette magie de transformation, les rituels peuvent être profonds. Et donc, je ferai des vidéos. Il faut que je trouve un peu l'équipe de tournage et comment faire tout ça, mais c'est le projet que les gens ont avec eux un ensemble de vidéos, de pratiques et de rituels à faire. Donc voilà un peu le sens du chemin. C'était vraiment passionnant de faire ce cours. Il est venu le cours, hein, comme vous savez, parce qu'une fois j'ai parlé de la souveraineté, puis tout le monde m'a dit qu'il faudrait en faire un cours. Moi je pensais que ce serait vraiment pas du tout possible, que ça n'intéresserait personne. Je suis vraiment très touché de voir que ça a parlé. Vous voyez, ça c'est typique. Moi, je pensais que c'était vraiment trop intime, cette question de souveraineté, et c'est très touchant pour moi de voir que ce sujet, voilà, ce n'est pas le sujet le plus commun, ce n'est pas comme se relier à ses émotions, faire la paix avec soi, c'est quelque chose de très différent. Et je dois dire que vos questions, la participation de chacun, ça a été très, pour moi, un grand moment. Donc, merci infiniment. Merci à tous. Et je te donne la parole, Mathieu. Oui, merci Fabrice. Et tu le disais dans ton cours, qu'une des manifestations de la souveraineté est de savoir remercier quand on sent que la situation l'appelle. Et à la fin d'une aventure comme celle que nous venons de vivre là, je pense qu'il est important de prendre un moment, déjà pour célébrer cette fin de cours. Finir un cours, ce n'est pas rien, on ne va pas partir comme ça. Donc, je pense que c'est important qu'on prenne un moment. Et une fin, bien sûr, parce que là, ce cours, c'est une fin qui nous ouvre vers de nouveaux possibles. Pour chacune et chacun, je le sens là, c'est ça que j'ai dans les commentaires. Et quelle meilleure célébration pour finir un cours que de dire merci. Et d'abord, on aimerait remercier vous, les participants. Fabrice l'a fait, je pense qu'il faut le refaire. Merci à vous tous, car sans votre présence, votre écoute, vos questions, vos témoignages, ce cours n'aurait pas pu être celui qu'il a été là, aussi singulier et unique. Et on le voit dans les commentaires, dans vos retours, comment il était important pour chacun. Remercier aussi les 30 enseignants de l'école de méditation qui ont donné de leur temps bénévolement pour faire vivre les 3 groupes de pratique qu'il y avait entre les séances. Voilà, et pendant ces groupes de pratique, les participants ont pu réexplorer cette pratique de la souveraineté que tu nous as retransmise aujourd'hui. Et c'était vraiment aussi un moment où les enseignants ont pu présenter le chemin qui est proposé dans l'école de méditation et pour ceux qui étaient intéressés par ça. Remercier aussi Alexandre, voilà, qui s'est occupé de la technique. Il a agi dans l'ombre, on ne le voit pas, mais il est pourtant bien présent. C'est lui qui mettait les musiques notamment, qui récupère l'enregistrement, qui fait un petit montage, qui le met sur l'espace personnel pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment un travail très important qu'il fait. Donc, merci à lui. Merci aussi à Clément qui a pris le relais sur une séance, la 5e. C'est lui qui s'est occupé de ça. Mais bien sûr, voilà, on souhaite aussi te remercier à toi, Fabrice. Et pour moi, c'est toujours un privilège, une grande joie de me faire la voix un peu de tous ces participants pour te témoigner, pour à notre tour t'ouvrir notre cœur, parce que c'est ce que tu fais pendant ces cours, tu ouvres ton cœur, et bien là, on a envie d'ouvrir notre cœur et de te témoigner toute notre gratitude pour cette aventure existentielle que nous venons de vivre à tes côtés.
Et vraiment, ce que je trouve profondément admirable, là, c'est vraiment ta capacité à sortir de toi-même pour écouter la mélodie secrète du monde. Tu écoutes ça et t'entends là, qu'est-ce que les êtres humains ont besoin là? Qu'est-ce qu'ils ont profondément besoin? Parce que c'est la mélodie secrète du monde qui dit ça. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? Et ça m'a particulièrement frappé mercredi soir lorsque tu as évoqué la loyauté et que tu nous as posé la question à quoi chacune et chacun de nous sommes loyaux. Et ce qui m'a frappé mercredi, c'est toi, Fabrice, ce à quoi tu es loyal, c'est vraiment cette mélodie secrète du monde. Et parce que tu es à son écoute, tu entends notre besoin aujourd'hui. Ce besoin aujourd'hui, c'est quoi? Retrouver tout simplement la fierté d'être des êtres humains. Une fierté naturelle qui constitue notre humanité, tu nous l'as montré, ce fameux moi profond duquel nous sommes si souvent coupés. Et quand on est coupé de notre moi profond, et c'est ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, on est un peu perdu. Et souvent, on utilise l'entièreté de notre énergie dans le jeu social pour essayer de sauver les apparences, et on s'épuise toute la journée à faire semblant, et ça depuis tellement d'années. Alors, quand tu nous as parlé pour la première fois au début du cours de l'existence d'un moi profond entièrement préservé de toute souillure, que cela soit des souillures de notre histoire de vie, de nos traumatismes, franchement, Fabrice, on ne t'a pas cru du tout. Franchement, on a résisté. Non, ça n'existe pas. Mon moi profond, il a été touché par mes traumatismes. Mais non, patiemment, en nous montrant le chemin pas à pas, pendant ce cours, au fond, je crois que tu as été notre petit poussé. Voilà, tu as montré le chemin pas à pas, tu as mis des petites pierres. Non, mais venez voir, regardez, sentez ce qui se passe pour vous. Et chacun de nous, je crois qu'on retrouve là, ce matin, le chemin de notre dignité intrinsèque. Et c'est ce chemin que tu nous as montré, petit poussé que tu as été. Donc oui, ce cours sur la souveraineté tombe au meilleur des moments. J'ai reçu tellement de messages pendant le cours qui disaient « Ah, cet enseignement arrive au bon moment, c'était maintenant qu'il fallait que j'entende ça ». C'est des signes qui ne trompent pas. On a besoin de retrouver notre fierté d'être des êtres humains. Et franchement, la fierté, c'est un mot qui était interdit dans mon vocabulaire d'origine. Moi, j'ai appris à être humble, mais pas dans le bon sens du terme. Humble, dans le sens que je l'ai appris, c'était « ne fais pas trop de vagues, Mathieu ». Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'ai éteint la flamme dans mon cœur et toute ma vie, je l'ai passé à trouver le moyen dans une situation de m'excuser d'être là et surtout de ne prendre aucune responsabilité, aucun engagement. Mais c'était fou, hein, je m'en ai aperçu après coup, mais chaque fois dans une situation, c'est dur hein, d'avoir cette lucidité, mais je ne cherchais surtout à ne pas prendre de responsabilité et à me cacher au fond. Et là, avec tes enseignements, avec cet enseignement particulièrement, j'ai découvert qu'il était possible d'être fier sans orgueil, être fier sans orgueil, sans rechercher en plus un quelconque prestige social. Et vraiment, ça m'aide à me libérer de ce carcan qui nous entraîne dans le cercle vicieux au fond de l'hypocrisie et dans lequel j'étais en fait enfermé. Alors aujourd'hui, parfois, dans des situations, j'ai senti ça aussi pendant les 2 semaines de cours, que je touche un équilibre, comme tu le décrivais, où je me sens à la fois relié à mon moi profond, sans pour autant haïr mon être social. Et dans ces moments-là, je ressens qu'il y a beaucoup d'espace, tu en as parlé aujourd'hui, dans la situation que je rencontrais. Il y a du jeu, et dans ces moments, je sens que la pression, je ne l'ai plus. C'est fou, hein, quand j'allie le moi social que je ne haïs plus et ma moi profond, je n'ai pas la pression et la vie devient exaltante. C'est comme si tout d'un coup, on dépassait le cadre de la petite identité et notre présence pouvait se manifester comme un soleil. Et là, ça rayonne dans toutes les directions, comme la 5e partie. Et là, on accomplit le paradoxe assez déroutant, mais tellement bon que tu as mis en lumière dès la première séance. Je suis souverain car en lien à mon moi profond, intérieur, mais loin d'avoir l'effet de me replier sur ma tour d'ivoire, au contraire, cet ancrage authentique donne la puissance nécessaire pour sortir de soi, m'ouvrir entièrement à la situation rencontrée. Et ce qui est fou, et qu'on vit ça, c'est qu'on n'agit plus à partir de ce petit moi, mais à partir de la situation elle-même. Et ça, c'est magique. On est au service de la situation. Et c'est ça l'action éthique. Enfin là, je me rends compte que quand je suis là, c'est l'action éthique par excellence qui peut avoir lieu. Et c'est là que l'on manifeste, donc comme je disais, cet espace de notre rayonnement propre, ça donne, ça diffuse, ça réchauffe. Et en moment, on ne sait plus qui donne. C'est moi qui donne là ou c'est la situation qui donne?
Et après, on s'en fout parce que ça donne, et c'est ça qui est important, je crois, ça donne, et vivre des expériences comme ça, on l'a déjà tous vécu, mais voilà, avec ce cours sur la souveraineté, cela prend sa place. On s'abrase, dans ces moments où ça donne, on s'embrase en fait, et on devient amour. Et je crois qu'à travers ce cours sur la souveraineté, c'est l'expérience du pur amour que tu nous as permis de retrouver. Vraiment, c'est ça. L'amour, c'est possible, et c'est le cadeau le plus ultime que tu pouvais nous faire. Et pour cela, vraiment, notre gratitude pour toi est infinie, Fabrice. On t'embrasse bien fort. J'aurais envie de te faire un gros, gros câlin là pour te remercier. On se fait tous des câlins et à très vite. On peut rallumer les micros. Tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Fabrice, merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien, bravo. Merci. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Super. À bientôt certainement. Merci à vous de